Cu puțină întârziere și cu cei care ați rămas, continuăm lucrările colocviului nostru. Merge traducerea? Merge. Așa. Și rugăm pe domnul profesor Michel Prior să susțină intervenția, indicatorii juridici și obiectivele dezvoltării durabile. Monsieur le professeur, je vous en prie. Merci. Alors, est-ce qu'on peut projeter le PowerPoint? Greu. Poți sau... E program, nu e nicio... Sunteți în stare să puneți asta? Păi nu, l-a dat dânsului. Sunt PowerPoint, o prezentare PowerPoint, către niște hârtie transparent. La tehnic, cum la tehnic. Lasă-ne. Nu da lecție, spune-le. Alors avant de voir la projection, ce matin on a vu le pourquoi et le comment des indicateurs juridiques sur l'environnement, en supposant a priori qu'il s'agissait d'évaluer le droit de l'environnement effectif, le droit dur, qu'on appelle en droit international hard law, c'est-à-dire le droit qui entraîne des obligations juridiques. La question se pose de savoir si le droit qui n'entraîne pas des obligations juridiques, qui s'appelle soft law, le droit mou, si ce droit va être aussi l'objet d'indicateurs juridiques. Est-ce que les indicateurs juridiques sont limités au droit dur ou est-ce que les indicateurs juridiques peuvent s'appliquer à des instruments politiques et juridiques qui sont du droit mou? Parce que soft law, en droit international, il y a le mot law et il y a le mot soft. Mais il y a le mot law, donc il y a le droit. C'est du droit qui est non contraignant. Et c'est la magie du droit international d'avoir un droit non contraignant. Alors qu'en droit national, en général, le droit n'est que contraignant. Quoique, il évolue beaucoup avec toute une série d'instruments de planification et de programmation qui ne sont pas forcément contraignants, mais qui font partie quand même des objectifs des politiques publiques. Alors, dans le droit non contraignant international sur l'environnement, en dehors donc des conventions, en dehors des traités internationaux, il y a un document très important qui vient de la résolution des Nations Unies de 2015 qui s'appelle les objectifs de développement durable. Les États ont adopté en effet en 2015 17 objectifs de développement durable qui sont en réalité une programmation des politiques de l'environnement jusqu'en 2030. Donc on est encore dans le champ de l'application des objectifs de développement durable. Parmi ces objectifs de développement durable, ces 17, il y en a un certain nombre qui touchent à l'environnement. Parce que le développement durable, c'est plus large que l'environnement. Ça introduit des éléments économiques, sociaux, politiques, notamment la pauvreté ou les droits de l'homme, et en lien évidemment avec l'environnement.
Et donc, il y a plusieurs objectifs de développement durable qui sont liés à l'environnement. Et puis, il y a l'ODD, c'est le sigle pour les objectifs de développement durable en français, l'ODD numéro 16, sur la paix, la justice et les institutions efficaces. Et donc, derrière ce vocabulaire se cachent le droit et la politique. Et pour appliquer, pour mettre en œuvre ces objectifs de développement durable, l'ONU, à New York, a mis en place un suivi régulier qui s'appelle le Forum politique de haut niveau, qui se réunit tous les ans au mois de juillet. Et dans ce Forum politique de haut niveau, et il va y avoir lieu le mois prochain, en juillet, à New York, les États se rassemblent pour faire le bilan de l'application effective, ou supposée effective, des objectifs de développement durable. Et ceci sur la base, non pas de textes qui traduisent l'application juridique obligatoire de ces ODD, mais de documents de rapport qui sont des rapports nationaux volontaires, puisque ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire. Et donc les États font des rapports, les ministères doivent écrire des rapports pour dire voilà comment la Roumanie a appliqué les ODD chaque année. Et c'est le ministère de l'Environnement et des Affaires étrangères qui fait ce rapport chaque année, qu'il envoie à New York. Et puis, le secrétaire général des Nations Unies fait un rapport annuel qui fait la synthèse de tous les rapports nationaux. Suivant. Mais les États ont créé les ODD en 2015, ils ont demandé qu'on crée des indicateurs de progrès des ODD. Et donc, l'ONU, les États, donc, parce que l'ONU, c'est les États. S'il n'y avait pas les États, il n'y aurait pas l'ONU. Les États ont décidé, en 2016, de s'adresser à la commission statistique de l'Organisation des Nations Unies pour formuler des indicateurs de suivi des ODD. Et c'est ainsi que la commission statistique a proposé une liste de 132 indicateurs pour la mise en application des ODD, qui ont été approuvés par une résolution des Nations Unies de 2017. La plupart de ces 232 indicateurs de l'ONU sont scientifiques et économiques. Mais, néanmoins, un certain nombre touchent à l'environnement et 2/3 de ces indicateurs mentionnent les droits de l'homme. Parce que dans le texte des Nations Unies de 2015 sur les ODD, il est bien indiqué par la résolution adoptée par les États que pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable, il faut respecter les droits de l'homme. Donc c'est une contrainte juridique sur les droits de l'homme dans les objectifs de développement durable. C'est un impératif politique de la résolution de 2015. Et donc, ces indicateurs vont être ainsi mis en application au fur et à mesure depuis 2015, chaque année, par les États sous le contrôle de l'Assemblée générale des Nations Unies dans cette réunion de juillet de chaque année. Suivant. Suivant. Alors, les rapports nationaux des États qui disent qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour appliquer les objectifs de développement durable. Ils sont volontaires, ils sont théoriquement élaborés avec la participation des parties prenantes, c'est-à-dire avec des juristes, des avocats, des juges, des procureurs. Mais ça dépend de chaque État. Chaque État est libre de savoir comment il va élaborer son rapport national volontaire. Alors, il y a des États plus participatifs
qui ouvrent à la société civile et des États moins participatifs qui se limitent uniquement à faire le rapport par les administrations, par le gouvernement, sans participation de la société civile. Donc il y a des variétés énormes dans la façon de rédiger les rapports nationaux volontaires. Suivant. Dans les ODD, on mentionne quelque chose qui a un rapport avec le droit de l'environnement, qui a été évoqué ce matin par Alfredo Penavega, qui est le thème des générations futures et du droit des générations futures. Dans la résolution de 2015 des Nations Unies, il y a 2 mentions sur les générations futures. Donc les ODD, qui ont une perspective 2030, c'est déjà les générations futures à partir de 2015, mais ça se situe véritablement dans ce contexte des générations futures. Et le paragraphe 18 dit qu'il faut mettre en œuvre le programme pour les générations futures, et le paragraphe 53 dit bien précisément que l'avenir de l'humanité est entre les mains des générations futures. Suivant. Alors il va y avoir des relations évidemment très étroites entre ODD et droit, et nécessaires, même si les ODD ne sont pas obligatoires. Parce que comment appliquer les ODD? Eh bien c'est le droit national. Il n'y a pas de règle internationale, sous réserve de ce qu'on va dire après. C'est le droit national qui va appliquer les ODD. Et donc le droit existant. Et les ODD sont une opportunité pour les États, soit pour créer de nouvelles règles de droit pour mieux appliquer les ODD, soit pour améliorer, renforcer les règles existantes. Donc droit et ODD vont se renforcer mutuellement et la mise en œuvre nationale des ODD va être l'occasion pour les États d'améliorer, une fois plus, d'améliorer le droit de l'environnement. Suivant. Et le programme des Nations Unies pour l'environnement va développer ce lien entre droit et ODD. Dans le livre auquel je vous renvoie, il est en accès libre sur le site de l'UNEP. Malheureusement, il n'est qu'en anglais. Environmental Rule of Law de 2019. Et dans ce livre très important qu'il faut que tout le monde lise, Environmental Rule of Law de 2019, il est expliqué à partir de la page 228 qu'on a besoin de droit pour appliquer les ODD et que un certain nombre, notamment dans le cadre de l'ODD 14, dont on parlera plus loin, qui est relatif au droit des océans, pour appliquer les objectifs sur le droit des océans, il est prévu qu'il faut réglementer la pêche illicite. Donc réglementer la pêche illicite, c'est du droit. S'il n'y a pas une règle nationale qui réglemente la pêche illicite, c'est une violation de l'ODD 14. Qu'il faut un plan de gestion fondé sur, revenez en arrière, fondé sur les données scientifiques. Qu'il faut interdire les subventions à la pêche. Donc pour interdire, il faut du droit. Suivant. Et donc il y a ce diagramme qui montre pas d'ODD sans droit de l'environnement. Là, il y a les 17 ODD, il y a des flèches qui vont en haut et qui vont en bas, et elle veut dire le droit contribue ou le droit est nécessaire pour chaque ODD. Suivant. Alors le droit dans les ODD, le droit, c'est un moyen de mise en œuvre. Les droits de l'homme, ils sont cités dans les ODD à plusieurs reprises. Il y a des références directes ou indirectes. Il y a des références à Environmental Rule of Law. Dans l'indicateur des 17 ODD, on fait référence soit au droit, soit à la loi, soit au cadre juridique. On parle de l'application, on parle de la mise en œuvre. Donc à chaque fois, on évolue l'application, mais à chaque fois, il s'agit d'une application quantitative et pas tellement
qualitatives. Or, les indicateurs juridiques, ils vont apporter des sources et des réponses qualitatives et pas simplement quantitatives, bien qu'elles soient fondées par des méthodes quantitatives, puis c'est des règles mathématiques. Mais après, on en tire des résultats qualitatifs. Suivant. Alors, on peut se dire, mais comme les ODD, c'est pas obligatoire, comment pouvez-vous affirmer qu'il est obligatoire d'avoir des règles de droit pour appliquer les ODD? Eh bien, tout simplement parce que il y a ce que j'appelle une juridicité rampante concernant le caractère obligatoire des ODD. Elle est rampante parce qu'elle n'est pas affirmée, puisque au départ, c'est non obligatoire. Mais, et c'est là le miracle du droit international, le non obligatoire se traduit par nécessairement de l'obligatoire. Le politique doit nécessairement agir en utilisant des règles de droit, parce que sinon, il n'y a pas ni efficacité ni effectivité. Et donc le glissement entre le non obligatoire et l'obligatoire, c'est ça la source du droit international dans le droit national. Si on ne comprend pas que le droit international non obligatoire est en réalité juridiquement obligatoire par un transfert sémantique et un transfert matériel et un transfert méthodologique, on n'a pas compris comment intégrer dans le droit national le droit international. Parce que le droit international, il a deux branches, le hard law et le soft law. Et pour transférer la branche soft law, il faut du droit. Pour transférer la branche hard law, il faut du droit. Dans les deux cas, il faut du droit national pour appliquer le droit international. Et donc, on va déterminer ici, en détail, je n'ai pas le temps d'insister, vous le verrez dans le PowerPoint qui sera diffusé à tout le monde, je pointe précisément tous les paragraphes dans les documents des Nations Unies et dans la résolution de 2015 qui disent « il faut du droit ». Suivant. Et même des résolutions de l'Assemblée des Nations Unies après 2015 vont répéter à plusieurs reprises qu'il faut du droit pour appliquer les objectifs de développement durable. La résolution de 2022 s'appelle « Renforcer le rôle du Parlement dans l'accélération de la réalisation des ODD ». Le Parlement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du droit, puisque c'est lui qui vote les lois. Et donc l'ONU dit il faut que les parlements contribuent à mettre en œuvre la réalisation des ODD. Donc il faut que les parlements votent des lois pour appliquer les ODD. Et qu'est-ce qui le dit? C'est la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est-à-dire tous les États. La résolution de 2022 sur l'état de droit réaffirme sa volonté d'œuvrer inlassablement à la mise en œuvre intégrale des ODD. Et dans la résolution de 2024, qui est un document très important pour l'avenir du droit de l'environnement, qui s'appelle le Pacte pour l'avenir. Pacte pour l'avenir, 22 septembre 2024. Revenez en arrière. Pacte pour l'avenir, résolution 2024, que disent les États? Il faut élaborer d'urgence des indicateurs de mesure des progrès en matière de développement durable des ODD. Élaborer d'urgence des indicateurs de mesure des ODD. C'est pas moi qui le dis, ce sont les États en 2024 dans le pacte pour l'avenir. Suivant. L'ONU, à Nairobi, l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, dans la 3e Assemblée, vers une planète sans pollution, déclare aussi dans une résolution de 2017 qu'il faut renforcer la réglementation pour mettre en œuvre les conventions et les programmes. Suivant.
Et puis, alors là, c'est encore plus extraordinaire. Pour avoir du droit, dans le droit, il faut de la répression. Alors, je ne suis pas un fanatique de la répression, mais il n'y a pas de droit sans sanction pénale. Et donc, pas de droit de l'environnement sans droit pénal de l'environnement. Alors, on pourrait discuter de son opportunité, de ses mesures, de ses modalités, de ses pouvoirs de substitution, etc. Mais pas de droit sans sanction. Et donc, voilà même que l'ONU nous dit qu'il faut des sanctions pénales pour respecter les ODD, qui est le maximum du droit obligatoire, les sanctions pénales. Résolution de 2018 sur la justice pénale au service des ODD. La justice pénale au service des ODD. Alors si on me dit que les ODD c'est facultatif, alors j'y comprends plus rien. S'il y a un document qui nous parle de la justice pénale pour respecter les ODD. Donc les États sont obligés d'avoir un droit pénal pour respecter les ODD. Et la Commission pour la prévention des crimes et de la justice pénale pour la réalisation des ODD a développé toute une série de paragraphes qui sont cités ici dans cette résolution de 2018 qui montre le lien étroit entre droit pénal et respect des ODD. Suivant. Suivant. Alors, est-ce qu'il y a eu des engagements qui vont dans ce sens? Plus ou moins. Mise en œuvre effective des ODD. Déclaration ministérielle en 2017, établir des indicateurs pluridisciplinaires. Renforcer les politiques, les réglementations, les lois et les faire appliquer. Alors les faire appliquer par du droit. Et comment contrôler, comment mesurer? Par des indicateurs. Suivant. Il y a un suivi des ODD. Je l'ai dit, tous les ans, c'est le forum politique de haut niveau. Et il y a une conférence des Nations Unies avec des tas de documents chaque année qui font le bilan. Alors pour le DD14, sur laquelle le CIDCE a particulièrement travaillé, c'est-à-dire l'ODD sur le droit des océans et des zones côtières, pour la mise en œuvre de ce droit des océans et des zones côtières, il y a plein de résolutions qui font le lien entre ODD, zones côtières et gestion intégrée des zones côtières. En 2017, en 2018, en 2019. Suivant. Et à Nice, l'année dernière, en juin 2005, il y a eu la conférence des Nations Unies sur les océans. Alors, le CIDCE, naïvement, avait cru qu'à l'occasion de cette conférence de Nice sur les océans, on allait appliquer la résolution des Nations Unies du 18 décembre 2023 qui fixait les objectifs de UNOC 3. Quels allaient être les objectifs de l'ONU pour cette conférence sur les océans? Objectif: trouver des nouveaux moyens pour respecter ODD 14. Objectif: recenser les moyens novateurs. Promouvoir les expériences. Renforcer les progrès futurs. Promouvoir les innovations à l'appui de l'objectif 14. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça y est, il y a toutes les innovations des indicateurs juridiques qui sont énoncés dans ce texte de l'ONU de 2023. C'est l'objectif de Nice, de l'UNOC 3. Et donc on est arrivé à Nice, le CIDCE, avec nos indicateurs juridiques, en disant aux États et au secrétariat de la conférence, ben voilà, pour répondre à l'objectif de l'ONU, voilà les indicateurs juridiques pour mesurer l'effectivité d'ODD 14 dans tous les États du monde. Et donc il faut absolument inscrire dans la déclaration finale de l'ONU sur ODD 14 que l'innovation, le progrès, pour réaliser les objectifs d'ODD 14, c'est de demander aux États de bien vouloir introduire des indicateurs juridiques pour évaluer
la mise en application de l'ODD 14. Suivant. C'est fini. C'est fini parce que la résolution finale de l'UNOC 3 de 2015, de 2025, en débit de notre pression, des side events qu'on a organisés, du lobbying qu'on a fait auprès des États, auprès du représentant français, soi-disant très fort, l'ambassadeur français chargé des océans, qui ne nous a absolument pas appuyés, il faut le dire et le répéter, eh bien, il n'y a eu aucun progrès à Nice pour faire introduire des indicateurs juridiques. C'est un échec majeur. Et donc, quand est-ce qu'on va arriver à surmonter cet obstacle des États à reconnaître la vérité? La vérité, c'est que le droit de l'environnement n'est pas appliqué dans les États. Merci. Merci encore Michel pour la deuxième intervention. Avant de donner la parole suivante, une post-conclusion. Une pause de conclusion. Alors, une post-conclusion pour donner et revenir à ce qu'on a parlé, ce dont on a parlé ce matin, sur les indicateurs juridiques et la méthodologie. À propos des ODD 14 sur les océans, il se trouve, et les orateurs suivants vont en parler en détail, que pour Nice, pour cette réunion des océans des Nations Unies, nous avions lancé, à titre d'expérimentation, un test pour utiliser des indicateurs juridiques dans un certain nombre d'États pour la mise en œuvre d'ODD 14. Il s'agissait du Brésil, de la Chine, de la France, du Portugal et de la Tunisie. Donc 5 États dans des continents différents. Et avec des experts de chaque État qui, je dois l'indiquer ici, ont travaillé entièrement à titre bénévole. Nous faisions l'objet d'aucun contrat ni d'aucune demande de quiconque. Donc à titre bénévole, on réalisait des équipes pour faire des indicateurs juridiques dans leur pays pour l'application d'ODD 14 dans leur pays. Et ils ont fait le travail. Et je les en remercie vivement. Et nous sommes en train de finaliser les rapports qu'ils nous ont adressés pour en faire un document synthétique global qui va être diffusé sous peu et qui circulera à la fois à l'Université écologique et sur le site du CDCE et au-delà. Alors, quels résultats globaux? Avant de donner la parole à des représentants ici présents et en ligne qui vont donner dans chacun de leurs pays la façon dont ils ont traité ODD 14 dans leur pays pour la conférence de Nice. Première observation générale, j'ai été tout à fait frappé par un résultat global assez similaire dans les 5 États, qui sont différents pour des raisons juridiques, économiques, culturelles et historiques. On a vu dans le diagramme, à la fin de la présentation de ce matin, que le résultat final imagé du diagramme, c'était de dire dans tel pays, l'application du droit sur tel sujet aboutit à ce qu'il y ait 40% d'application et 60% de non-application. Donc un pourcentage d'application ou de non-application. Et donc moi je m'attendais, pour ODD 14, qui n'est pas obligatoire juridiquement, mais on a vu qu'il n'est pas formellement obligatoire, mais qu'il est en réalité nationalement et juridiquement obligatoire, à travers le miracle du soft law dans le droit national. Et donc je m'attendais, du fait de cette différence, que le nombre d'États
qui n'allait pas vraiment beaucoup appliquer au DD14 allait être très important, qui allait avoir simplement 30% d'États qui appliquaient effectivement, ou 40% qui appliquaient effectivement. Ben, à ma surprise, et il faudra qu'on analyse après scientifiquement pourquoi, à ma surprise, ça n'a pas été le résultat du test. Parce que la majorité des réponses qui correspondent à peu près, parce que c'est allé de 49% d'effectivité, donc c'est presque la moitié d'effectivité, jusqu'à 58% d'effectivité, donc c'est pas mal comme effectivité, et donc en moyenne, c'est 51% ou 58% d'effectivité, et la non-effectivité, c'est simplement autour de 40 à 50. Donc c'est mon premier constat. Ça voudrait dire qu'en réalité, plus qu'on ne le pense, les États ont bel et bien introduit du droit dans la mise en œuvre d'un ODD, l'ODD 14. Peut-être maladroitement, peut-être insuffisamment, mais pas de façon totalement négative. Et ça, c'est assez encourageant, finalement, comme constat global. Deuxième constat, et ça fera partie des conclusions qu'on est en train de formuler à partir des recommandations de chacun. Dans la conclusion finale, on va distinguer les éléments retenus par chacun sur l'effectivité positive, où on trouve qu'effectivement, là, c'est positif, on a bien appliqué le droit pour les océans et les zones côtières dans chaque pays. Deuxième élément, les facteurs qu'on a détectés d'effectivité négative. Là, on n'a pas du tout appliqué au DD14. Et dans quel domaine on n'a pas du tout appliqué au DD14? Et puis, troisième conclusion, quelles sont globalement les préconisations, les recommandations que chacun peut faire? Et là encore, de façon miraculeuse, on arrive à trouver des conclusions de chacun des États, à quelques différences près évidemment, qui sont à peu près similaires. On retrouve presque les mêmes effectivités positives, presque les mêmes effectivités négatives et presque les mêmes préconisations. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais les chercheurs feront des réunions pour en discuter et le commenter, et pour voir est-ce que ça nous conduit à modifier la méthode, à améliorer la méthode, ou à faire je ne sais trop quoi. Mais je veux simplement terminer en résumant ce qui peut concerner les préconisations. Préconisations qu'on trouve à peu près partout. À peu près partout, il y a pas mal de droits sur le droit des océans et des zones côtières. Il y en a, un peu ou pas beaucoup. Mais donc, il faut renforcer la densité juridique. Il n'y en a probablement pas assez pour répondre à toutes les obligations du droit international sur la mer. Pas assez de droits pour appliquer les ODD 14 dans les États. Il y en a un peu, mais peut-être pas assez. Deuxième constat global, il faut renforcer les contrôles et les sanctions. Et là, sanctions pénales, il y avait des questions. Je pensais qu'il n'y aurait rien du tout. Mais en réalité, il y a quelques réponses disant oui, il y a un peu de sanctions pénales, mais on ne sait pas trop comment ça marche. Mais donc, il y en a un peu, peut faire mieux. Troisième préconisation commune, la ligne budgétaire, où elle n'existe pas, mais en tout cas, elle n'est pas suffisante. Et ça, on pouvait le deviner à l'avance. Donc, à quoi servent les indicateurs juridiques si on trouve des conclusions qu'on connaît déjà à l'avance? Donc, ça, c'est l'autocritique sur l'utilité ou non des indicateurs juridiques. Et puis, autre conclusion commune, il faut absolument partout renforcer l'information et la connaissance, non seulement de l'administration, mais de la société civile, sur le droit de la mer, sur le droit des zones côtières et sur le droit en général. Personne ne connaît suffisamment
l'existence et l'utilité du droit de l'environnement. Ça, c'est un constat commun. Mais là, au lieu de le dire théoriquement, on le démontre avec des chiffres. Parce qu'on trouve que dans tous les États, tout le monde dit le droit de l'environnement ne connaît pas. Et ceux qui disent connaît pas, c'est même ceux qui devraient connaître. C'est-à-dire même ceux qui sont chargés de l'appliquer. Donc voilà à peu près la synthèse des conclusions qu'on peut tirer de notre expérience au DD14. Merci. Merci. Je crois que nous pouvons passer à notre intervention pour présenter l'expérience nationale, non? Nous pouvons commencer avec Tunisie, oui? Pas de souci, mais je croyais qu'il y avait des personnes en ligne. Après. Ah, en Vas-y, ligne. vas-y. Ok, pas de souci. Qui est en ligne? Il y a Après. quelqu'un? Ils passeront après. D'accord. Parce qu'ils sont en vidéo. Ah, ils sont passeront après. enregistrés, oui, d'après. Parce que j'ai bien compris, sont donc personnes enregistrées dans la situation présente. Voilà. Voilà, je ne sais pas si on peut mettre le PowerPoint. PowerPoint. Non je peux vous l'envoyer tout de suite Vous l'avez pas? Vous l'avez pas enregistré? Je Tu l'as l'ai- donné au monsieur? Non, je l'ai envoyé par mail à André. Ce matin, je crois, ou hier soir. Hier soir. Oui, à l'adresse d'André. André. Oui, il existe. J'en profite d'abord pour remercier Monsieur le Président de cette invitation, de participer à ce colloque. Et pour moi, c'est une première en Roumanie. J'en suis ravie également. Je remercie l'accueil qui m'a été fait, très agréable. Et d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'un sujet aussi passionnant. Donc si vous ne le trouvez pas, je peux vous le renvoyer tout de suite. Oui, c'est bon, il y est. Ben, c'est bon. Je pensais que j'allais le voir là-bas. Ça marche. Alors, parfait, merci beaucoup. Bien, alors, je sais que le temps est compté et que ce qui est intéressant, c'est de présenter une expérience pratique concernant la Tunisie. Depuis ce matin, vous avez entendu des aspects relativement théoriques relatifs aux indicateurs, la pertinence de cette notion pour mesurer l'applicabilité, ou disons, on fait la distinction entre effectivité, efficacité. Personnellement, je dois témoigner en expliquant que lorsque j'ai été embarquée dans ce projet par Michel Prieur en 2017, je le disais tout à l'heure à Michel, je pensais connaître un peu le droit de l'environnement, au moins celui de mon pays. Et en travaillant sur les indicateurs, sur la méthode qui était en train d'être développée et expérimentée, je me suis rendu compte à quel point j'étais ignorante du droit de l'environnement appliqué, y compris chez moi, et je ne parle même pas des autres pays, du droit comparé ou du droit international. Pourquoi cela? Parce que j'ai joué le jeu, j'ai fait les recherches, etc. Mais je me suis demandé, au moment où je travaillais là-dessus, j'essayais de comprendre, mais comment est-ce que j'ai fait pour... J'enseignais depuis à peu près un peu plus de 20 ans, quand j'ai commencé avec les indicateurs. Comment cela se fait-il que je sois à ce point ignorante ? Quand on me pose la question, on a travaillé, je pense, sur les aires marines protégées et sur la Convention de Barcelone, l'applicabilité en Tunisie à l'époque. Et en réalité, je me suis rendu compte, mais en fait, oui, je sais qu'il existe une convention, d'accord ? Je connais peut-être certains articles, grosso modo, les principes, le lien avec le programme des Nations Unies sur l'environnement depuis 1972, un peu l'historique. Mais en réalité, dans mon pays, comment est appliquée la Convention de Barcelone, à part le fait qu'elle ait été ratifiée et publiée au journal officiel? Et je me suis donc rendu compte qu'au-delà de ces connaissances de base, dans la réalité, je ne savais presque rien. Et c'est à ce moment-là, grâce à Michel et aux indicateurs, que j'ai commencé à réaliser qu'en réalité, en tant que juriste, nous étions formés pour connaître les textes juridiques,
pour connaître un peu l'historique des textes, de l'élaboration des textes, comment sont élaborés les textes par le Parlement, comment un peu de légistique, mais que une fois qu'on en arrivait à la phase d'application, eh bien, on était complètement démunis, sauf éventuellement si on était magistrat. Peut-être, parce qu'en tant que magistrat, on est amené à appliquer le droit. Donc, pour un ou une juriste, l'utilité ou la pertinence des indicateurs, elle est vraiment apparue de manière assez progressive et j'ai mis beaucoup de temps, en fait, toutes les 2 ou 3 mois de la première expérimentation, parce qu'à chaque fois, il m'envoyait des questionnaires et il fallait répondre à une partie et puis une autre partie. Donc, j'avais pas le projet dans sa totalité. Je ne voyais pas très bien les tenants et les aboutissants. Et donc, petit à petit, j'ai compris. Alors, si vous pouvez avancer. Donc, premièrement, j'ai découvert ces indicateurs. Ensuite, j'ai participé à un travail qui a été présenté au Cameroun. Donc, Michel m'a invité au Cameroun avec l'équipe de l'IFDD. Et là, il y avait Christophe qui nous a initié à un autre aspect de cette méthode qui est le lien avec les sciences dures, avec les mathématiques, avec les statistiques, les pondérations, les calculs. Et là, j'ai encore mesuré ma pleine ignorance, encore plus. Parce que déjà, les aspects juridiques, c'était compliqué. Mais alors, pour comprendre les aspects mathématiques, Christophe était très pédagogue et a vraiment été adorable pour nous expliquer les choses. Mais honnêtement, jusqu'à l'année dernière où on a travaillé sur le DD14 en Tunisie, c'est lui qui s'est chargé de ces aspects-là. Donc là, pour moi, en tant que juriste, c'était vraiment complexe. Ma troisième intervention dans l'équipe, ça a été de participer avec Michel aussi à la chaire Normandie pour la paix entre 2019 et 2021 où d'autres exercices ont été réalisés et ont permis d'approfondir les choses. Et puis l'expérience dont il a parlé tout de suite en amont de la 3e conférence des Nations Unies sur les océans. Et là, next s'il vous plaît. Donc, comme je le disais, la suivante. Oui, s'il vous plaît, juste après. Voilà, celle-là. Alors, la découverte a été donc perturbante et enrichissante. Donc perturbante parce que cela a remis en question tout ce que je pensais savoir, et enrichissante évidemment parce que cela a permis d'avancer dans la connaissance de la règle et surtout dans la manière dont celle-ci vivait après sa formulation ou son adoption, parce qu'en fait, en tant que dans ma connaissance précédente, on s'arrêtait une fois que la règle était adoptée. Voilà, point barre, et après, les autres se débrouillent pour l'appliquer. Donc là, on a une responsabilité beaucoup plus grande, c'est-à-dire que l'on doit suivre le bébé jusqu'au bout, c'est du berceau jusqu'à la tombe, hein. C'est bien le cycle de vie de la règle, un petit peu les indicateurs. Et cela a permis de poser les questions les plus importantes. C'est en fait à quoi servirait une règle si elle était suivante, please. Next. À quoi servirait une règle? Oui, est-ce que c'est oui, c'est ça. À quoi servirait une règle si une fois adoptée, eh bien, elle restait lettre morte? Et je pense que l'histoire du droit. Donc, en sociologie, on doit étudier peut-être ça. L'histoire du droit doit être émaillée de règles parfois adoptées qui ne sont jamais appliquées, peut-être. Je crois qu'il existe des exemples. Et si, notamment, les conditions de son application ne sont pas réunies. Si la formulation de la règle ne répond pas aux objectifs en vue desquels elle aurait été imaginée, donc mal formulée, pas suffisamment claire, confuse, alors que ce qu'on demande à une règle de droit, et je parle exprès de règle de droit au sens général, mais ça s'applique aussi au droit de l'environnement. Donc.
Et puis, s'il n'y a pas de mécanisme de mise en œuvre. Si, par exemple, en Tunisie, on a depuis 2018 une loi sur la responsabilité sociétale et environnementale. Elle a été adoptée, elle a été publiée, promulguée au journal officiel, mais les mécanismes destinés à sa mise en œuvre, donc notamment des instances qui devaient être créées, ne l'ont pas été. Donc du coup, on a une loi, mais qui n'a pas de... Et puis évidemment, s'il y a des facteurs extra-juridiques qui empêchent son existence, qui empêchent sa mise en place. Next. Alors, les activités qui ont été menées dans le cadre de ces objectifs ont montré que la méthode, combinée avec l'apport de sciences exactes, l'apport des mathématiques, avait donné naissance à un schéma, à quelque chose de concret, de visible. Mais comme le disait Michel dans sa post-conclusion, en réalité, on avait l'impression que ces conclusions, qui étaient schématisées, finalement, on les avait par intuition, en quelque sorte, et que la méthode avait permis de mettre en forme scientifique ce que nous, chercheurs et juristes, ressentions ou devinions de par notre expérience de ces règles. Et voilà, juste après, il y a le schéma, regardez. The next, please. Donc là, c'est le schéma concernant l'effectivité de la Convention de Barcelone en Tunisie. Et là, vous voyez, il y a 59% à peu près, ou 60% d'effectivité, donc d'applicabilité, on va dire, et environ 40% de pistes d'amélioration. Donc ça nous a... Mais en fait, ça, effectivement, l'application de la méthode a permis de donner ce schéma de manière scientifique. Donc là, c'est tout l'intérêt d'associer des partenaires non juristes à une telle expérience. Next, please. Dans le cadre de ma participation personnelle à l'expérience de la chaire Normandie pour la paix, il y avait plusieurs aspects qui ont été approfondis, notamment la faisabilité de la méthode, et puis les difficultés liées au choix des thèmes, à l'élaboration des questionnaires, et puis à l'identification surtout du panel de personnes qui pouvaient être susceptibles de répondre à des questionnaires, parce que je ne sais pas si on l'a bien expliqué, mais en réalité, chaque famille de critères donne lieu pour chaque type de règle dont on souhaite vérifier l'effectivité, à des questions. Des questions sur l'existence de la règle. Est-ce que vous savez si telle règle, XY, existe? Les réponses, c'est oui, non. Et puis, est-ce que vous savez si la règle, elle existe dans un texte de hard law ou de soft law, bon, en résumé, ou si c'est dans un traité international, dans une loi interne, dans un décret, dans un arrêté, etc. Est-ce que vous savez s'il y a une administration chargée de cette question? Est-ce que vous savez combien de personnes à l'intérieur de telle administration sont chargées de l'application du texte? Donc, c'est vraiment des degrés de détail très poussés. Est-ce que vous savez s'il y a un contentieux relatif à telle ou telle question? Donc là, c'était vraiment des aspects concrets qui ont été évoqués et qui ont été approfondis par toute l'équipe sous la direction de Michel, Émilie Gaillard et toute l'équipe. Et nous avons donc pu un petit peu approfondir et avancer. Next, please. Ensuite, dans le cadre de l'expérience menée l'année dernière, en amont de la 3e conférence sur les océans, c'était un travail avec ma collègue Afef Hamemi Marrakchi et le soutien de l'équipe du CIDCE, notamment Christophe, que je ne remercierai jamais assez pour son soutien dans les aspects, n'est-ce pas, toi aussi Alexandra, les aspects mathématiques. Et en réalité, pour essayer de faire le travail, comme l'a dit Michel, nous avons allégé certains thèmes et allégé les questionnaires,
Et nous avons fait appel, personnellement, donc on a identifié une quinzaine de personnes, et ce n'est pas évident de 15 personnes, ça paraît peu, mais en réalité, comme l'a expliqué Michel, il faut que ce soit des personnes qui sont spécialistes déjà de la question ou qui sont en lien direct avec l'application. Alors ce sont des personnes du monde de l'administration, du monde politique, du monde associatif, mais aussi peut-être du monde de l'entreprise, parce que il peut y avoir un lien. Et là, sur la quinzaine de personnes que nous avions identifiées et contactées, finalement, il n'y en a que 7 qui ont répondu à nos questionnaires, avec notre soutien également. Donc, finalement, ça a donné lieu à ce schéma. Next, please. Voilà, ça a donné lieu à un schéma de l'effectivité de l'ODD 14 en Tunisie. Et en réalité, pourquoi il y a une telle mesure, à peu près petit peu plus de 50%, c'est qu'en réalité, qu'est-ce que c'est l'ODD 14? Et là, on voit bien le lien entre le droit mou et le droit dur. En fait, les questions liées à la mer, en réalité, ce sont des domaines qui ont été réglementés et régis de tout temps, surtout dans les pays du pourtour méditerranéen. Les règles de pêche, en Tunisie par exemple, il existait une pratique qui a été même inscrite au patrimoine immatériel mondial, la pratique de la pêche à la charfeya, qui consiste en l'établissement de petites barrières en osier ou un autre matériau, en alpha je crois, à l'intérieur de la mer, pour attraper les poissons. Et ça se transmet de famille en famille, c'était héréditaire, alors qu'en principe, il n'y a aucun droit de propriété à l'intérieur de la mer. Donc là, c'est une spécificité tunisienne. Donc la réglementation des usages du rivage, du littoral, de la partie terre-mer, c'est quelque chose de connu, c'est quelque chose qui n'a à la limite pas besoin d'être formalisé sous la forme de règles juridiques. Mais évidemment que l'apport de la règle est important et que cela contribue à l'effectivité de la norme. C'est ce qui explique aussi ce va-et-vient entre les aspects de droit international soft ou hard avec le droit national, puisque la réglementation des usages de la mer en Tunisie, elle reprend en quelque sorte tout ce qui existe au niveau international, et si je me souviens bien, je parle sous le contrôle des professeurs, le droit international lui-même est issu du droit des gens qu'on appelait à l'époque des conquêtes coloniales, c'était grossius, et le droit de la mer faisait partie des dispositifs qui, par convention, liaient les États, mais de manière à respecter leur souveraineté respective pour se partager les butins, en quelque sorte. Donc il y avait des frontières maritimes. Aujourd'hui, l'environnement, la pollution, les changements climatiques nous mettent tous et toutes face à la conclusion qu'il n'y a pas de frontières. Je ne parle même pas, alors il y a un élément que je n'ai pas cité, mais sur lequel je reviendrai aussi à la fin, dans 2 ou 3 minutes, si Monsieur le Président me donne encore quelques minutes. Merci beaucoup. C'est en fait, on se rend compte que tout ce dont nous parlons, l'effectivité, nous en parlons en temps de paix. Or, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un retour, comme si elles étaient arrêtées, mais en fait non, depuis la Deuxième Guerre mondiale, elles sont parties en Asie, en Afrique, en Amérique latine, il y a tout le temps des guerres partout dans le monde. Aujourd'hui, dans notre environnement proche, que ce soit l'Ukraine, la Russie ou Israël, l'Iran et tout, la guerre est là. Et la guerre, c'est un usage complètement inconsidéré. Je parle même pas des vies humaines, mais l'environnement, c'est tout à fait quelque chose de secondaire. Est-ce que vous pensez que ceux qui envoient des bombes, ils pensent aux effets des bombes sur les êtres humains? Déjà, ils tuent des gens, mais après, sur l'environnement, ou ceux qui posent des mines, ou ceux qui les drones, ou je ne sais quoi. Mais de quoi est-ce que l'on parle aujourd'hui quand on parle d'effectivité de la règle de droit? Il y a la Commission de droit international, vous le savez certainement, en 2022, qui a rendu un travail sur un projet de texte sur la protection de l'environnement en temps
de conflits armés. Ce document est très important parce qu'en fait, il formalise une série de règles qui est préexistante à celle des conventions de la 4e convention de Genève, qui protège les civils, mais aussi certaines installations sanitaires et autres, et puis certaines règles coutumières, et qui essayent d'aller un petit peu au-delà. Donc là, je pense que la question de l'effectivité, next please, la question de l'effectivité et des indicateurs est vitale. Mais en même temps, il faudrait vraiment que nous parvenions, aussi bien en tant que juristes qu'en tant qu'être, disons, instruits, parce que finalement, nous sommes instruits, quelle que soit notre instruction, ça peut être de la science dure ou de l'ingénierat ou de l'agronomie ou autre, nous avons une certaine responsabilité de diffuser les règles. On commence toujours en première année de droit à nous dire « nul n'est censé ignorer la loi ». N'est-ce pas? Alors que malheureusement, ou alors ceux qui ignorent le font exprès, je parle de ceux qui jettent des bombes, évidemment. Et puis, il y a aussi cette importance d'enseigner la relativité de la règle. Pourquoi la relativité de la règle? Parce que c'est très bien d'adopter une règle juridique, c'est ce que je disais au début, mais il faut pouvoir la suivre dans le temps, et dans l'espace, et dans les institutions, et au niveau des acteurs, de la société civile, de l'administration publique, du secteur privé. Moi, j'espère aussi de l'administration militaire, même si c'est un vœu pieux, mais bon, on a le droit de rêver, parce que c'est pour tout le monde, hein. Et c'est pour ça que, in fine, next please, je propose que l'on invente des indicateurs juridiques. C'est juste avant, je crois. Attendez. Non, next. Voilà. Non. Ah, mais vous avez l'ancien. Je suis désolée. Bon, pardon. C'est celui de ce matin. C'est le document. Ça, c'est le document d'avant-hier. Et entre-temps, j'ai changé. Bon, c'est pas grave. Je vais le dire oralement. Donc, et après, je transmettrai le document que j'ai sur moi. Donc, je me disais qu'après cela, est-ce qu'on pourrait réfléchir à des indicateurs juridiques pour les nuls, entre guillemets les nuls. Vous savez, comme on dit, le baccalauréat pour les nuls, des choses comme ça. Parce que, d'après l'expérience personnelle que j'ai vécue avec cette méthodologie, je la trouve d'abord extrêmement utile, extrêmement pertinente, mais en même temps, cette démarche, disons, la démarche est à la fois aussi importante que le résultat auquel on parvient. La démarche, c'est quoi? La démarche, c'est de procéder à un suivi de la règle de droit, quelle qu'elle soit, depuis son adoption jusqu'à son application, et voir quelles sont les défaillances possibles. Est-ce qu'on peut la modifier? Est-ce qu'on peut la supprimer parce que finalement c'est possible? Ou bien est-ce qu'on peut en améliorer la coordination entre les acteurs chargés de l'appliquer? Parce que c'est très important que ça puisse être un outil de travail au service des juristes, bien sûr, mais aussi au service de n'importe quel acteur qui souhaiterait, et l'idée c'est aussi d'engager et de donner envie aux acteurs de la société civile de s'engager, parce que si on reste passif, on fait que regarder ce qui se passe. Je pense qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui. On doit s'engager d'une quelconque manière, y compris en transmettant l'information, la connaissance, parce que les générations futures, oui, c'est très bien, mais nous sommes, nous, encore vivants, et puis nous avons le devoir de faire aussi notre part. Et pour finir, j'ai proposé un petit schéma de simplification en 5 points. Le premier point serait de s'interroger sur l'existence d'une règle, hein. Ensuite, sur son contenu. En troisième lieu, sur la connaissance de la règle par le public auquel elle est destinée, que ce soit l'administration. Non, oui, non, ça n'est pas là-bas, monsieur le doyen, monsieur le président, c'est dans mon... C'est un PowerPoint que j'ai envoyé ce matin, mais que voilà, donc c'est pour ça. Très intéressé si nous pouvons appliquer quelque chose à ce qui concerne la mer Noire. Ah bah oui, bien sûr. Parce que nous sommes dans une situation très semblable. Vous avez de grands problèmes avec les guerres au Moyen-Orient. Bien sûr. Mais nous, les guerres en Ukraine. Voilà, bien sûr. La mer Noire, c'est plus étroit que la mer. C'est clair. C'est la convention de Barcelone sur mer Méditerranée, non? Oui, oui, tout à fait.
Vous connaissez le nombre de conventions pour la protection de la mer Noire contre la pollution a été conclu à Bucarest? Non. Oui, à Bucarest a été conclu. D'accord. J'imagine. Voilà. Nous sommes les sièges des signatures. D'accord. Donc, l'État dépositaire. Le 4e point serait d'identifier les obstacles et le 5e point, les pistes. Donc voilà, je vous enverrai tout ça. J'espère que vous aurez des questions parce que l'idée, c'est effectivement de continuer à réfléchir à la question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et nous aussi. Une expérience très intéressante, comme nous avons déjà dit, peut-être un exemple, y compris pour nous, pour la Roumanie, en ce qui concerne la Convention et l'ensemble conventionnel de protection de la mer Noire contre la pollution. Et alors, nous pouvons passer à une autre expérience. Au Portugal, Alexandre. Très bien. Merci beaucoup d'abord à professeur, merci à Ducu pour son invitation pour être ici à Bucarest. C'est ma 2e fois et c'est un honneur de pouvoir participer à ce projet coordonné par professeur Michel Prieur et ici organisé par professeur Messia Ducu et l'Université écologique de Bucarest. Je vais partager avec vous les résultats de l'application de la méthode développée par l'équipe au Portugal. Mais avant d'avancer, il faut que je fasse le panorama. Explique pourquoi le Portugal est un pays spécial en ce qui concerne la mer et le rapport entre le droit de la mer et son application. D'abord, même si le Portugal est un pays qui se considère de la Méditerranée, nous n'avons pas la mer Méditerranée et nous ne sommes pas partie de la Convention de Barcelone. Nous n'avons que l'océan Atlantique. Et c'est à l'océan Atlantique qu'on a appliqué la méthode des objectifs des systèmes de mesure de l'effectivité du droit quant à l'ODD 14. En plus, le rapport exceptionnel résulte du fait que notre pays a un territoire, c'est-à-dire la partie terrestre de notre pays correspond à 3% du total, c'est-à-dire 97% c'est de l'eau, c'est l'océan. Donc 3%, c'est la partie terrestre. Et c'est pourquoi nous sommes les plus grands mangeurs de poissons à l'Europe, avec le double des autres pays. Nous mangeons environ 60 kilos par an, par personne, et normalement les autres en moyenne... De l'Atlantique, toujours de l'Atlantique. Et les autres ne mangent que 24 kilos par an par personne. Donc c'est un rapport très spécial. En plus, si nous pensons à toutes les zones économiques exclusives de tous les États membres de l'Union européenne, et si on compare avec la zone exclusive du Portugal, nous avons la 3e plus grande zone économique exclusive, avec 48% de la mer, si on pense en termes de colonnes d'eau. Nous sommes responsables par 48% de l'eau européenne. Finalement, du point de vue historique, nous nous considérons comme un pays de navigateurs parce que nous sommes toujours versés vers l'océan et nous avons développé des techniques de navigation, etc. Donc, ça veut dire que pour les acteurs de la mer au Portugal, soit des acteurs économiques, des entreprises, des administrations, etc., la mer représente une valeur très importante. 5% de notre économie vient de la mer. Et c'est peut-être la raison par laquelle, quand on a demandé aux répondants du questionnaire que pensait-il sur notre initiative de mesurer l'effectivité du droit de la mer, tous les participants ont manifesté un grand enthousiasme. Et la raison, c'est peut-être parce que les expectations des acteurs de la mer vers le droit sont très élevées.
parce qu'ils croient que le droit peut faire la différence. Ils ont la notion de l'importance de la protection par la voie juridique et pas simplement à travers d'autres mécanismes de contrôle, mais surtout le contrôle juridique de la mer. Et la nouvelle économie de la mer au Portugal est une économie émergente avec des énergies renouvelables, avec les systèmes de capture de carbone, etc. Donc, on voit les opportunités qui viennent de la mer et c'est pourquoi les acteurs ont tous démontré leur grand intérêt à la participation dans ce genre de recherche sur les indicateurs. Ça était le panorama que je voulais vous transmettre tout d'abord avant de parler des constats que nous avons eus et des préconisations qui ont résulté de l'application du questionnaire de notre projet sur l'effectivité. Et je vais vous montrer les différents résultats à propos des 6 critères, des 6 familles de critères qui sont utilisés dans notre méthode de recherche. Et en ce qui concerne les critères existentiels, que vous le voyez là, c'est-à-dire s'ils connaissent bien l'existence du droit et des normes juridiques de protection, j'attire votre attention vers les lacunes. Les participants ont dit qu'ils ne connaissaient pas assez bien, surtout des normes juridiques sur l'acidification des océans, sur les subventions à la pêche et en ce qui concerne la pollution d'origine terrestre. Ça était les plus grandes lacunes. Ils disaient, je ne sais pas s'il y a des normes juridiques ou pas. Et ça nous mène à la nécessité, en tant que recommandation ou préconisation, à la nécessité de donner plus de formation aux acteurs, non seulement l'administration, mais les acteurs économiques pour qu'ils connaissent l'existence des lois. Donc, quant à la première famille d'indicateurs, il est important, au moins au Portugal, de donner plus de connaissances sur les lois qui existent déjà, mais qui ne sont pas bien connues. On peut avancer. Next, please. Quant aux critères d'applicabilité, on voit que les systèmes de protection de l'océan à l'international ne sont bien connus. Les acteurs qui ont répondu ont dit nous ne savons pas si le Portugal a adopté des conventions internationales, s'il a ratifié des conventions internationales, et c'est pourquoi notre préconisation, next please, notre préconisation, c'est encore de faire formation, mais surtout d'avoir une communication publique, c'est-à-dire quand l'État portugais signe une nouvelle convention, un nouveau instrument international, il faut annoncer, il faut publicité, parce qu'il y a un système de publicitation pour les lois internes, mais il n'y a pas un système de publicitation de la signature des accords internationaux, des conventions, ni même de la ratification ou de l'entrée en vigueur. Donc, les acteurs ont besoin de ce genre de diffusion, d'annoncement. Next, please. Oui, c'est ça, les critères de fond. Quant au contenu de la norme juridique, les répondants connaissent très bien les normes sur la pollution d'origine marine. Ils savent qu'ils ne peuvent pas, par exemple, nettoyer les navires, ils ne peuvent pas jeter les déchets à notre mer. Ça, ils connaissent très bien. Ils connaissent aussi la pollution par plastique et d'autres formes de pollution d'origine marine, mais ce qu'ils ne connaissent pas, c'est par exemple les interdictions des subventions à la pêche. C'était surprenant pour moi, mais ils ont dit non, on ne sait pas, on veut des subventions, on pense que ça c'est important d'avoir des appuis aux pêcheurs, donc ils ne connaissaient pas, et aussi les droits d'accès
d'accès aux petits pêcheurs. C'est pas les grandes industries de la pêche avec les bateaux qui sont des navires, qui sont des producteurs industrialisés de pêche, mais la protection qui est octroyée aux petits pêcheurs, ils ne connaissaient pas du tout. Donc, notre recommandation, c'est de donner plus de conscience, même aux acteurs publics, sur la nécessité de protection sociale octroyée aux petits pêcheurs et d'une réforme fiscale pour rendre plus visible l'interdiction de l'utilisation de la fiscalité en matière de l'extra-fiscalité, excusez-moi, donc utiliser les impôts et les subventions comme façon d'incentif à changement de comportement, rendre plus visible pour tous les acteurs. Le prochain, next one, organique, critères organiques. Aussi, on a vu qu'il n'y a pas un budget dédié aux questions de l'océan. Donc, on ne sait pas quel est l'investissement qui est fait par l'État portugais à la protection de la mer, à la monitorisation, à la surveillance, etc. Il faut un budget dédié. Et même institutionnellement, c'est difficile à indiquer avec précision qui est responsable. On connaît quelques administrations des ports, on connaît le ministère de la mer, mais il y a d'autres entités, notamment liées à l'environnement, et qui ne sont pas tellement connues, et il faut faire cette éducation pour la connaissance des institutions. Next, please. Les recommandations sont donc de institutionnaliser, c'est-à-dire de créer une connaissance d'une structure gouvernementale pour protéger et aussi créer une ligne budgétaire dans le budget national. Next, please. Critères d'application, c'est-à-dire si le droit est effectivement appliqué en concret. Et ici, on a considéré que la protection d'un pourcentage est insuffisante au Portugal, et c'est insuffisant surtout parce qu'on manque des agents d'application. L'océan, c'est trop grand pour nous. Nous n'avons pas de personnel suffisant pour pouvoir surveiller et aider à l'application de tout ce droit. Une autre question sur les critères d'application, c'est l'accès des organisations non gouvernementales, les associations aux tribunaux. Et on a eu la réponse que c'est questionnable, c'est un défi parce que très souvent, les associations n'ont pas les moyens, notamment ils n'ont pas de juristes bénévoles qui peuvent appuyer les associations, et ça, c'est un gros handicap dans l'accès aux tribunaux. Donc, comme recommandation, next please, comme recommandation, on fait pas mal de recommandations ici. On doit faire des campagnes d'éducation, de formation pour tous les usagers du milieu marin. Aussi, renforcer la capacité des juges parce que les juges eux-mêmes, ils n'ont pas une expertise spécifique sur le droit de la mer, même si c'est très important dans notre pays. Renforcer le nombre, donc le chiffre de personnes qui sont dédiées à la surveillance et sanctionnement du droit de l'environnement au Portugal. Alors la police maritime, c'est très importante parce qu'on a une aire géante qu'on doit surveiller et protéger, et surtout avoir un soutien du point de vue juridique pour les organisations non gouvernementales. Ils ont vraiment besoin d'être appuyés parce qu'ils ne savent
plus à qui se diriger, à qui ils peuvent demander de l'appui quand ils s'aperçoivent de situations d'illégalité, soit de la pêche illégale, soit des déchets illégaux, etc. Donc, il faut appuyer les associations de la société civile. Quant aux critères extrajuridiques, on a eu du mal à faire comprendre aux répondants les questions. C'était des questions formulées d'une façon négative. Vous croyez que la corruption est importante à combattre ou non? Et c'était difficile de faire répondre, donc je n'ai pas de réponse quant aux critères extra-juridiques. Next, please. Finalement, je laisse ici mon impression sur l'importance de cette étude. Tous les répondants à la fin du questionnaire ont dit qu'ils considèrent d'une importance extrême et qu'ils seront disponibles pour participer à d'autres initiatives, à d'autres questionnaires qu'on veut passer pour comprendre meilleure l'effectivité. Et finalement, next, please. Finalement, comme recommandation, on préconise que les résultats de cette enquête soient envoyés aux participants. Ils veulent avoir plus d'informations sur les niveaux d'effectivité du droit de l'océan au Portugal et ils sont disponibles pour, si on organise des actions de formation, de capacitation, ils sont disponibles pour participer, soit dans le rôle actif de partager son expérience, soit dans le rôle passif d'être participant pour apprendre et pour connaître meilleur le droit de l'environnement et de l'océan. C'est tout. Merci beaucoup. Et nous aussi. Alors, à ce moment, nous avons encore 2 interventions qui sont déjà enregistrées. Dites-moi combien de temps sont. Păi, oricare, China cât are? Ah, bon. Bon, je vous propose de commencer avec la Chine, non? D'accord? En quelle langue? Anglais? În ce limbă? Engleză? Chineză sper că nu. Bonjour à Continentele din China avem o... Da, dați-mi. Bonjour à toutes et à tous à Bucarest et en En ligne. Chine. Je tiens d'abord à remercier très chaleureusement le professeur Michel Vous savez? Prieur pour son Ne invitation marche pas? et pour l'initiative de ce projet Mhm. collectif consacré aux indicateurs juridiques. Je remercie également l'Université écologique de Bucarest et l'ensemble des organisateurs du colloque. Nu. Je regrette Sunt sincèrement de ne pas pouvoir PowerPoint-uri. intervenir en direct. Le créneau finalement retenu Păi dați drumul. coïncide avec des obligations Păi nu, universitaires dați drumul, cel affectant puțin să vedem. notamment mes enseignements. Atât? Je vais présenter bine. brièvement Atunci les puneți-l pe résultats de celălalt. l'étude menée en Chine. Puneți-l pe celălalt dacă merge. Să depășim. Da, mai tare. N-are sunet? Păi, Invitation à y participer. C'est un plaisir d'être ici virtuellement avec vous. Et je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque, l'Université écologique de Bucarest et le CIDCE pour l'invitation à y participer. Et j'aimerais bien être à Bucarest de ces cours. Donc, je suis très désolée et j'espère pouvoir suivre un peu du colloque quelques horaires en tenant en compte que nous avons 6 heures de différence, de décalage d'horaire. Et donc, je pourrais suivre un peu, mais je vous souhaite un excellent séminaire, un excellent colloque et
et je suis contente de faire une petite contribution à ces colloques. Je vais partager mon écran avec vous. J'espère que ça va marcher. Et donc, je vais faire une petite présentation sur le texte, les tests que nous avons faits ici au Brésil concernant les indicateurs juridiques pour l'ODD 14 au Brésil. Donc, cette recherche a été faite dans le cadre de mon groupe de recherche, le groupe de recherche en droit, ressources naturelles et durabilité, qui s'appelle GERN à l'Université de Brasilia. Au Brésil, attaché à la faculté des droits. Et la recherche a aussi été faite par l'Université fédérale du Rio Grande do Norte. Moi, je m'appelle Karina Oliveira, mais vous pouvez voir ici qu'il y a eu toute une équipe qui a contribué à cette recherche, donc une équipe formée par des professeurs, par des postdocs, par des étudiants en master, des étudiants en thèse, des étudiants en licence. Donc, c'était vraiment une équipe des deux universités qui ont contribué avec cette recherche. Donc, le cadre de la recherche, c'était l'utilisation des indicateurs pour évaluer l'effectivité juridique du droit de l'environnement au regard de l'ODD 14. Donc, ça, c'était tout le cadre qui a été construit par le professeur Prieur et toute son équipe. Et cette recherche et cette méthode, alors, a été utilisée pour cette recherche réalisée au Brésil au niveau de l'État fédéral et aussi au niveau d'un État fédéré, que c'est Rio Grande do Norte. Donc, au Brésil, il y a 27 États fédérés parce que le Brésil est une fédération. Et il y a au Brésil des compétences en matière de l'environnement partagées entre l'État fédéral, entre les États fédérés et aussi les municipalités qui ont aussi des compétences en ce qui concerne l'environnement marin et côtier, que c'est le cas de l'application et de l'analyse de l'ODD 14. Donc, l'unique État fédéré qui a été analysé, c'était l'État du Rio Grande do Norte, ici au Brésil. Il s'agit d'un État côtier et donc l'analyse était possible dans un cadre côtier parce que, bon, la professeure Raquel Lima, qui est à l'Université fédérale du Rio Grande do Norte, a été avec ses collègues, a entamé cette recherche là-bas et a eu des interviewés, a fait des interviews dans ces contextes. Et moi et toute l'équipe ici à Brasilia, nous avons fait auprès des organisations publiques ici à Brasilia, qui c'est la capitale, c'est pas un État côtier. Donc, nous sommes à plus de 1000 kilomètres de la zone côtière, de la mer. Mais ici, comme c'est la capitale, nous pouvons rencontrer les principales institutions, donc les fonctionnaires du ministère de l'Environnement, les fonctionnaires du ministère de la Défense, où se trouve la Marine et d'autres ministères importants pour le sujet de la gestion côtière et marine. Donc, les entretiens dans le contexte du projet ont été menés par l'équipe de recherche sur la base d'une adaptation du questionnaire du professeur Prieur au contexte national. Mais je vais vous présenter des éléments en ce qui concerne ce sujet parce qu'on a fait des petites adaptations parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais on s'est rendu compte qu'il va falloir faire vraiment des adaptations plus importantes pour que ces contextes complexes du Brésil soient pris en compte. Donc, en ce qui concerne les interviewés au Brésil ont été de l'État fédéral et de l'État fédéré. Nous avons pu avoir
une quantité équilibrée au niveau de l'État fédéral, donc 26% de personnes de l'académie, 36% du gouvernement, 15% des personnes des ONG et 21% des opérateurs juridiques. Dans le contexte de l'État fédéré du Rio Grande do Norte, nous avons eu 45% des opérateurs juridiques, des représentants des ONG 18%, 18% du gouvernement et 18% du milieu académique. Les résultats finaux, en suivant la méthode du professeur Prière, l'effectivité de l'ODD 14 au Brésil au niveau fédéral, donc de l'État fédéral, a été de 58%, ainsi que les résultats de l'effectivité de l'ODD 14 au Rio Grande do Norte, à l'État fédéré do Rio Grande do Norte, a été de 55,87%. Donc, ça veut dire assez proche l'un de l'autre. Donc, un aperçu général des résultats de cette recherche. Donc, comme je vous ai dit, nous avons essayé d'adapter les critères au niveau national, mais il va falloir faire des ajustements plus approfondis au contexte national pour qu'on puisse bien encadrer les circonstances des différents États fédérés et des différentes municipalités aussi. Mais de manière générale, on a aperçu une incompréhension des questions techniques juridiques parmi les non-spécialistes. Donc, lorsqu'on a interviewé des personnes qui ne sont pas des opérateurs juridiques et aussi des personnes qui ne sont pas spécialisées au sujet des ODD. Et nous avons aussi aperçu un manque de connaissances des normes juridiques liées à l'ODD 14. Et dans ce cadre, en particulier, on a constaté qu'il y a eu, au regard du critère relatif à l'existence d'une norme juridique, un taux de réponse de je ne sais pas de 40,74% de je ne sais pas. Donc, ça veut dire, on a constaté ce manque de connaissances des normes juridiques par ce chiffre de je ne sais pas de 40,74%. Et nous avons aussi constaté ce manque de connaissances des normes juridiques par rapport au regard du critère d'applicabilité du droit. Donc, il y a eu un taux de réponse de, je ne sais pas, de 57,14%. Donc, par ces deux critères, on a pu avoir cet aperçu général de ce manque de connaissances des normes juridiques liées à l'ODD 14. Donc, cette connexion entre les droits et cette politique plus générale des ODD et en ce qui concerne l'ODD 14. Quand on regarde d'autres critères, l'effectivité semble un peu plus satisfaisante. Donc, au regard des critères substantiels, d'autres critères, les taux de réponse de, je ne sais pas, c'était de 22%. Donc, ça veut dire qu'il avait une connaissance en ce qui concerne des éléments de critères, d'autres critères substantiels de 78% plus ou moins. Et il y a eu aussi un taux de réponse de je ne sais pas en ce qui concerne les catégories des critères institutionnels de 14,29%. Donc là, on peut voir qu'il y a une effectivité un peu plus satisfaisante aussi, qui concerne plus ou moins 96%, 86%. Et au regard des catégories des critères de contrôle et d'effectivité, un taux de réponse de, je ne sais pas, de 18,52%. Donc, ça veut dire qu'il a eu une effectivité de plus ou moins 80%, 82%, ce qui semble plus satisfaisante que les autres chiffres qu'on vient de voir concernant quelques critères.
Donc, des conclusions initiales en ce qui concerne le Brésil, on a constaté des éléments a priori satisfaisants. Donc, en suivant la méthode du projet du professeur Prieur, il s'agit d'une effectivité entre 49% et 58%. Donc, des éléments, on a constaté une reconnaissance politique et stratégique. Donc, ça veut dire qu'il existe une forte perception que les ODD ont fait l'objet d'une approbation politique. Donc, 88% plus ou moins au niveau fédéral et d'un endossement de l'agenda international. Donc, on a constaté que l'ODD est largement mentionné dans les politiques et les plans nationaux. Donc, ça, 76% au niveau fédéral et 100% au niveau étatique. Donc, ça, c'était a priori satisfaisant en ce qui concerne la reconnaissance politique et stratégique de l'ODD 14 pour l'objectif de la conservation et l'utilisation durable du milieu marin. Un autre point qui a été a priori satisfaisant, c'est l'invocabilité du judiciaire. Donc, les acteurs, les personnes qui ont été interviewées s'accordent à l'unanimité 100% au niveau fédéral sur les faits que l'ODD 14, une fois qu'il soit intégré dans le texte juridique, peut être invoqué devant les tribunaux. Un autre Sans comme toujours l'expérience brésilienne et la présentation très professionnelle. Alors, je vous propose d'écouter aussi l'intervention du représentant de Chine. Kina. Bonjour à toutes et à tous à Bucarest et en... Je tiens d'abord à remercier très chaleureusement le professeur Michel Prieur pour son invitation et pour l'initiative de ce projet collectif consacré aux indicateurs juridiques. Je remercie également l'Université écologique de Bucarest et l'ensemble des organisateurs du colloque. Je regrette sincèrement de ne pas pouvoir intervenir en direct. Le créneau finalement retenu coïncide avec des obligations universitaires à Pékin, notamment mes enseignements. Je vais présenter brièvement les résultats de l'étude menée en Chine sur l'effectivité de l'ODD 14, puis les replacer dans le contexte très récent de la codification chinoise du droit de l'écologie et de l'environnement. Comme les autres études nationales, l'enquête chinoise s'appuie sur une grille commune de 80 critères juridiques répartis en 6 familles. Le questionnaire a été adapté au contexte chinois et soumis à un panel de 7 experts aux profils variés, magistrature, administration environnementale, monde académique, organisation non gouvernementale, profession d'avocat et affaires législatives. Le taux de participation a été de 100%, ce qui donne une base complète pour l'analyse. Le premier résultat important concerne le niveau de consensus. Pour plus de 71% des questions, les réponses sont soit unanimes, soit consensuelles. Cela signifie que lorsque les experts répondent, ils convergent assez largement dans leur appréciation. Mais la seconde résultat est plus préoccupant. Le taux de réponse ne s'est pas atteint 30%. Cette incertitude ne doit pas être lue comme un simple problème statistique. Elle révèle une difficulté substantielle. Les règles juridiques relatives à l'ODD 14 sont souvent dispersées, techniques et insuffisamment connues dans leur traduction concrète. Le phénomène touche l'existence des normes, leur applicabilité et même les structures institutionnelles chargées de leur mise en œuvre. L'effectivité globale de l'ODD 14 en Chine
est évalué à 55%. Ce chiffre indique qu'un cadre juridique existe, mais que son application concrète demeure partielle. Les familles les plus faibles sont l'existence et surtout l'applicabilité du droit, tandis que les mécanismes de contrôle obtiennent de meilleurs résultats. Le message est donc assez clair. Lorsqu'une règle est identifiable et opérationnelle, le système de contrôle peut fonctionner. La difficulté se situe en amont, dans la visibilité de la règle, sa précision, sa justiciabilité et sa compréhension par les acteurs. L'étude identifie 52 critères dont l'effectivité est inférieure au seuil de 2/3 et 11 critères d'urgence avec une effectivité inférieure à 33%. Ce point rouge concerne notamment l'applicabilité judiciaire de certaines cibles, les subventions à la pêche et les droits des petits pêcheurs ainsi que la participation du public. Le cas de l'acidification des océans est révélateur. Le concept reste encore relativement peu connu dans le débat juridique chinois et il n'existe pas de législation directement consacrée à ce phénomène. Certaines règles relatives à la pollution de l'air ou de l'eau peuvent produire des effets indirects, mais l'absence d'un cadre ciblé explique le très faible niveau d'applicabilité judiciaire. Les aires marines protégées offrent un autre exemple. La Chine dispose bien d'un système d'aires protégées. Le problème est plutôt de vérifier de manière transparente et juridiquement utilisable si les objectifs quantitatifs et qualitatifs sont effectivement atteints. Cela renvoie à une faiblesse classique de la gouvernance environnementale, le suivi après la création de l'instrument juridique. Enfin, les réponses montrent que l'effectivité dépend fortement de la compréhension des normes par les agences administratives. Cela correspond au modèle chinois de gouvernance environnementale, encore largement descendant. Toutefois, le développement récent de la justice environnementale et des contentieux d'intérêt public ouvre progressivement un espace plus large pour la participation sociale et pour le contrôle juridictionnel. Ces résultats prennent aujourd'hui un relief particulier car la Chine a adopté le 12 mars 2026 son Code de l'écologie et de l'environnement, dont l'entrée en vigueur est prévue le 15 août 2026. Il s'agit du deuxième texte chinois portant le nom du Code après le Code civil de 2020. Ce code repose sur une méthode que la doctrine chinoise qualifie de codification modérée. Il ne cherche pas à absorber tout le droit de l'environnement dans un texte unique. Il crée plutôt un centre normatif général appelé à coexister avec de nombreuses lois spéciales, comme par exemple dans le domaine de la biodiversité, de l'eau, des ressources naturelles, de l'énergie et de la pêche. Cette méthode a une force, elle donne une forme juridique plus visible à une vision holistique de l'écologie, du développement vert, du bas carbone et de la responsabilité environnementale. Mais elle a aussi une limite. L'effectivité dépendra beaucoup de l'articulation entre le code et les lois spéciales, ainsi que de l'interprétation administrative et judiciaire qui en sera donnée. Pour l'OCDE 14, l'enjeu n'est donc pas plus seulement d'insérer une référence dans un projet de texte. L'enjeu est désormais de faire vivre le code
comme une matrice d'interprétation capable de renforcer la cohérence du droit de la mer et de l'océan. Les indicateurs juridiques peuvent jouer ici un rôle essentiel. Ils permettent d'identifier ce qui existe, ce qui est applicable, ce qui est contrôlé et ce qui reste encore invisible ou insuffisamment justiciable. L'étude chinoise montre que l'ODD 14 n'est pas absent du droit chinois, mais qu'il demeure insuffisamment lisible comme ensemble juridique cohérent. L'effectivité ne dépend donc pas seulement de l'adoption de normes nouvelles, elle dépend aussi de la connaissance des normes, de leur articulation, de leur traduction institutionnelle et de leur capacité à être invoquées, contrôlées et évaluées. C'est pourquoi je souhaite exprimer mon plein soutien à l'appel de Bucarest sur les indicateurs juridiques. La publication de cette déclaration constitue, à mon sens, une étape très importante pour faire reconnaître que le droit ne peut pas rester en dehors de l'évaluation des politiques environnementales et des objectifs de développement durable. Les indicateurs juridiques offrent précisément un langage commun pour mesurer l'effectivité du droit, comparer les expériences nationales et orienter les réformes futures. Je félicite donc très sincèrement le professeur Prieur et tous les collègues impliqués dans cette initiative. Je vous remercie de votre attention et vous adresse mes meilleurs vœux pour la suite des travaux du colloque de Bucarest. Voilà une excellente présentation à la chinoise, non? On peut dire comme ça. Nous sommes à la fin d'une journée de travaux très dense, très riche. S'il existe des commentaires, des questions, d'observations, de recommandations pour la deuxième partie qui se déroulera demain matin. Michel Drousseau, vous vais conserver pour demain, non? Pour demain matin. Parce que je crois que tout le monde est un peu fatigué. Alors, pour moi, une explication en roumain pour notre collègue roumain. Apelul de la București, avem un proiect, un apel pe care reuniunea noastră științifică îl adresează opiniei publice, statelor, organizațiilor internaționale în vederea promovării indicatorilor juridici ca instrument fondat științific de măsurare a efectivității dreptului mediului în lume. Ca atare, mâine la încheiere o să redactăm, o să definitivăm proiectul, o să-l aprobăm și o să-l difuzăm în franceză, engleză și română pe canalele oficiale și universitare pentru a fi avut în vedere în lucrările viitoare referitoare la problematica abordată. Este și aceasta o cale de a face un apel către toți cei interesați în vederea unei atenții mai deosebite în privința respectării dreptului mediului. Dacă nu mai există întrebări, eu vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezență, pentru patienție, pentru tot ce ați acordat, atenția acordată lucrărilor noastre. Vă așteptăm și mâine, începând la ora 9. En ce qui concerne notre collègue français, nous nous retrouvons ce soir à Réseau Chaussée du Doltel à 19h30. D'accord? Dans ces situations, vous avez une fenêtre de liberté pour faire un petit voyage en Bucarest. Vous êtes à attendre ici dans le hall par les voitures pour vous transporter à votre hôtel. Si vous avez d'autres problèmes, à votre disposition. Merci encore une fois. À bientôt.